Et pour en parler, j'accueille à mes côtés Aboubacar Jamaï. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Institut américain universitaire d'Aix-en-Provence. Merci d'être avec nous. Si les manifestations ont repris, on l'a vu avec une intensité particulière ces derniers jours, c'est que le leader du mouvement, Nasser Zefzavi, a été arrêté pour avoir interrompu un prêche dans une mosquée, le prêche d'un imam qui reprochait aux croyants de semer, aux manifestants de ce mouvement de semer la fitna, la discorde entre les croyants. Absolument. Donc il a été arrêté, c'est l'accusation officielle donc de la police judiciaire, c'est qu'il a porté atteinte à la liberté religieuse en interrompant ce prêche. Et ce que ces manifestations démontrent, c'est que ce ne sont pas des ce mouvement-là ne tenait pas seulement à son leadership, c'est-à-dire Zefzafi aujourd'hui est en prison, et pourtant non seulement les manifestations demeurent dans le Rif, mais aussi dans d'autres villes du Maroc, puisqu'il y a eu des débuts de manifestations qui ont été réprimés à Rabat, à Casablanca et dans d'autres villes. Est-ce qu'on est, d'après vous, face à une contestation politique ou au symbole d'un malaise social qui dure depuis au moins la fin de l'année dernière? C'est la question qu'on se posait avec le printemps arabe. Vous prenez quasiment tous les pays. En fait, le dénominateur commun de tous les mouvements de contestation dans les pays arabes, c'était des jeunes qui cherchaient un emploi, finalement. Si vous voulez, on est très près du début de la révolution tunisienne. Hein. Absolument. Et même au Maroc, avec le mouvement du 20 février. C'est-à-dire, nous sommes face à une jeunesse dont les aspirations ne sont pas respectées, qui est face à une sorte de désespoir social et économique, et qui demande donc une réaction de l'État et de ses élites. Alors, si je disais qu'on est très proche, c'est dans les causes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que le mouvement prend la même tournure que ce qu'on a vu en Tunisie? Écoutez, et même par rapport au Maroc, moi je suis tenté de comparer par rapport au Maroc, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Maroc, en 2011, il y a eu des manifestations qui ont compris des dizaines de milliers de personnes sur des week-ends et des week-ends, dimanche après dimanche. Et le point commun entre ce qui s'est passé en 2011 et aujourd'hui dans le Rif, c'est le pacifisme de ces manifestations. C'est quand même assez extraordinaire de voir dans des pays où vous avez de tels taux de pauvreté, etc., d'avoir des manifestations on continue et il n'y a pas un pare-brise de cassé. Avec des demandes qui sont assez, entre guillemets, précises, qui sont des demandes d'emploi, qui sont des demandes économiques et sociales. Pas de violence, est-ce dû à la peur qu'inspirent encore à l'heure actuelle les autorités, ou en tout cas leurs bras armés qu'on peut voir sur ces images? Peut-être que c'est un paramètre, mais je pense qu'au contraire, il s'agit plutôt, je dirais qu'il s'agit plutôt d'un signe de la maturité. La responsabilité du mouvement. Absolument, de ces manifestants. Et puis ils comprennent très bien que si jamais ils recourent à la violence, c'est le meilleur prétexte qu'on peut donner au régime d'utiliser des méthodes plus répressives. Alors pas de violence physique, mais il faut dire que là, Nasser Zefzavi s'est notamment fait connaître pour avoir multiplié les attaques contre le pouvoir marocain par des vidéos filmées parfois depuis son domicile, où là, effectivement, on peut dire qu'il avait la dent dure, y compris contre la monarchie marocaine. C'est-à-dire avoir la dent dure, là encore, il faut se rappeler ce qui s'est passé en 2011. La demande du mouvement du 20 février 2011, c'était la monarchie parlementaire. C'est-à-dire, vous voulez la monarchie, très bien, mais le seul type de système qui marie la monarchie et la démocratie, ça s'appelle la monarchie parlementaire, il n'y en a pas d'autre. Or, cet espoir-là a été déçu, puisque finalement, il y a eu une réforme constitutionnelle au Maroc qui n'a pas mené le Maroc vers la monarchie parlementaire, puisque le roi reste toujours une figure centrale, et il y a même des réformes très récentes de la justice, etc., qui ont mis encore plus de pouvoir entre les mains de la monarchie. Et donc, vous voulez plus de pouvoir, vous, pour le Parti Justice Développement, pour les islamistes aujourd'hui au pouvoir? Non, le gouvernement islamiste. Excusez-moi de le dire, mais c'est mal posé la question. Le pouvoir, il faut le donner au peuple. Il faut le donner à travers une démocratie représentative et délibérative. Moi, je ne suis pas au contraire, je suis pour une démocratie représentative avec donc des élites politiques, etc., etc. On n'est pas dans une espèce de lobby référendaire perpétuel qui pourrait ouvrir la porte à un populisme, qu'il soit islamiste ou autre. Et c'est la demande de ces mouvements-là. Mais la population s'est exprimée lors des élections législatives et à nouveau très récemment pour confirmer son choix. Oui, absolument. Ce que nous savons, écoutez, ce qui est intéressant encore une fois partout, c'est qu'à chaque fois que les peuples dans ces régions-là se sont exprimés, contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui avec cette espèce d'ISIS, etc., on a eu affaire à un panorama politique qui est très diversifié. Ce n'est pas vrai qu'il y a eu des raz-de-marée d'islamistes. Ce n'est tout simplement pas vrai. C'était les mouvements les plus mobilisés. Mais en face, il y avait une bonne moitié de la population qui allait plutôt vers des mouvements autres qu'islamistes, qui étaient peut-être
peut-être moins unis, mais qui proposait une vision politique qui était tout autre. Et quand on parle d'islamisme au Maroc, il faut quand même faire attention. Parce que la première institution islamiste au sens strict du Maroc, c'est la monarchie. Le roi est roi, il a le pouvoir politique, en tout cas une très grande partie du pouvoir politique, et il règne en vertu de son ascendance prophétique. Absolument. Donc vous ne pouvez pas dire à un peuple qui est dirigé en vertu de l'islam de ne pas utiliser les codes de l'islam. C'est d'après vous le meilleur rempart d'ailleurs contre l'islamisme radical, cette figure du roi? Moi je pense que c'est la liberté religieuse et accepter qu'il y ait plusieurs expressions de l'islam avec évidemment la criminalisation de la violence, etc., qui permet de le faire. Mais le modèle marocain qui est basé sur cette espèce de monopole de l'islam, c'est-à-dire que vous avez une institution politique qui vous dit voilà ce que c'est que l'islam, à mon avis, c'est une proposition qui est dangereuse et d'ailleurs, ce qui s'est passé avec Zvezafi, c'est un effet boomerang. Zvezafi, ce n'est pas lui qui a politisé le débat face à cet imam, c'est cet imam qui probablement a lu un texte qui lui a été envoyé par le ministère de tutelle à Rabat, qui était un texte fortement politique, et lui a réagi au texte de cet imam-là. Il n'y a pas dans ce mouvement ce qui, vu d'ici en France, parfois d'ailleurs abusivement, pourrait être perçu comme justement une volonté de sécularisation, une volonté de laïcité finalement face au pouvoir religieux. Il n'y a pas la revendication dans le fait d'interrompre un prêche d'un imam d'un Maroc peut-être aussi plus laïque. C'est totalement étranger, ça. Je ne dirais pas ça, parce qu'effectivement, le Zvezafi, en tout cas Zvezafi, je ne dirais pas tout le mouvement, oui. mais moi, le mouvement ne m'a pas marqué comme étant un mouvement religieux, pas du tout. Les demandes sont d'abord sociales et économiques. Oui. Oui, de méfiance à l'égard des représentants de la religion. C'est une demande, c'est des gens qui disent bon, maintenant l'utilisation de la religion à des fins politiques, ce qui a été le cas depuis toujours au Maroc, pose problème, et que l'État n'a pas le droit justement d'instrumentaliser la religion de la façon dont, même parfois pour de bonnes causes. C'est ça là où ça devient compliqué, c'est que ces États-là parfois utilisent leur monopole de la religion pour mener des réformes qui peuvent paraître modernes. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette même arme qui permet cette évolution-là permet aussi des choses beaucoup moins acceptables. Il faut dire que cette région du Rif, c'est une région qui a connu une histoire mouvementée à l'égard du pouvoir central, avec un fort accent identitaire, une région berbère. Est-ce que, d'après vous, il y a une composante spécifique? Vous nous dites aujourd'hui, cette contestation, elle fait tache d'huile ailleurs dans le royaume. Elle commence à faire tache d'huile. Et je pense que, parce que ce que ça démontre, c'est que le 20 février existe toujours. C'est-à-dire que, vous savez, il n'y a pas de secret. Les mêmes causes mènent aux mêmes effets. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, ce qui a mené au printemps arabe au Maroc, les causes qui ont mené au printemps arabe au Maroc, qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? Vous allez vous rendre compte qu'elles sont toujours là. Donc même si aujourd'hui le mouvement du Rif est réprimé, même si les autres mouvements sont réprimés, une autre vague va revenir parce que les problèmes essentiels n'ont pas été résolus. Il n'y a pas de revendication spécifiquement séparatiste dans ce mouvement? Zvezafi a dit de façon très ostentatoire et très forte que pas du tout, qu'il n'y avait pas de volonté de séparatisme. Maintenant, c'est vrai, vous voyez dans les vidéos que vous passez, il y a le drapeau de la République du Rif, donc la mythique République du Rif qui a existé au début de 1920 avec ce légendaire leader qui était Abdelkarim Khattabi. Berbérophone, mais on disait aussi qu'il était d'ascendance arabe, et ce qu'on oublie de dire aussi, ce que les Rifins oublient de dire à Mazir, c'est qu'Abdelkarim Khattabi était très attaché aussi à la cause arabe et à la cause islamique. Ça aussi, quand il a été au Caire, il a essayé de monter un mouvement qui était un mouvement distinctement arabe. Mais effectivement, il y a une composante identitaire, mais ce n'est pas une composante qui mène vers le séparatisme. C'est une composante qui peut très bien évoluer par une meilleure reconnaissance des droits culturels et non pas par une reconnaissance de droits politiques particuliers. Que peut faire aujourd'hui le pouvoir pour répondre à cette situation? On voit bien l'urgence et on voit bien à quel point aujourd'hui tout pouvoir est démuni face à une demande de justice sociale aussi immédiate. Écoutez, je vais vous dire, je ne sais pas. Et je vais vous dire pourquoi c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que les demandes sont des demandes économiques qui sont profondes. C'est-à-dire que lorsque vous me dites je veux de la croissance économique, je veux de la redistribution de richesses, vous ne claquez pas des doigts, même si vous êtes le plus grand démocrate de la Terre et le plus grand gestionnaire de la Terre. Ce sont des processus longs. D'accord? Ce que vous pouvez faire par contre, c'est promettre certaines choses en étant crédible. Le problème, c'est que l'État a perdu de sa crédibilité parce que cette histoire de réforme constitutionnelle et de modèle soi-disant marocain de dépassement du printemps arabe, c'est un fusil à une seule cartouche et elle a été tirée. Donc aujourd'hui, lorsque l'État envoie ses représentants, c'est pas le gouvernement, c'est vraiment l'État, c'est-à-dire que les représentants sont aussi des représentants de la monarchie. Ils ne sont pas audibles. Ils ne sont pas audibles parce que les citoyens de cette région-là, on leur a déjà fait une fois. Ils savent que les promesses n'ont pas été tenues. Ils savent
fois qu'on leur a dit vous allez avoir une super constitution démocratique, elle ne l'est pas. Ils voient aussi, et ça c'est très important, c'est un élément très important nouveau, c'est que l'État, quand il a réagi par rapport au RIF, a très mal réagi. Il y avait même un sentiment de déjà-vu par rapport à ce qu'avait fait Ben Ali avec les Tunisiens, c'est-à-dire utiliser un discours martial. Oui.